Salut Étienne, comment ça va? Hello Xavier, super quoi. On est sur le 4e départ de cet épisode, ça devient gaguesque à ce stade, mais bon, on continue, on enchaîne et puis on espère que cette fois c'est vraiment la bonne. L'idée de cet épisode avec toi Étienne, c'est de discuter d'innovation, de comment est-ce qu'on fait pour transformer le monde pour avoir des innovations plus climate friendly et d'un point de vue innovation rupture, donc c'est-à-dire vous investissez avec la boîte dans laquelle tu travailles dans des climate tech. Donc l'idée c'est de voir ton avis sur le technosolutionnisme, comment est-ce qu'on fait pour investir dans des projets environnementaux et sociaux et quelles sont les spécificités en gros de ce type d'investissement. Ravi d'être avec toi aujourd'hui et puis je te propose de te présenter pour commencer cet épisode. Merci beaucoup. Pour un petit brief sur moi, j'ai commencé par faire des études en sciences politiques. Ce qui m'intéressait pas mal, c'était le réglementaire, la chose publique, comment servir l'État, la France, un peu tous ces éléments et aussi beaucoup de grandeur. Exactement. Et aussi l'aspect climatique qui est venu un peu comme une lame de fond en parallèle, donc une prise en conscience qui s'accentuait à chaque rapport du GIEC un peu plus catastrophique après l'autre. Et donc ça m'a mené à une première expérience chez Halte à l'obsolescence programmée, qui est un think tank sur lequel on allait lutter pour mettre en avant des décrets sur la réparabilité du produit. C'était une expérience qui était assez passionnante, qui m'a fait voir cet aspect réglementaire, c'est une difficulté qu'il peut y avoir d'un petit acteur. Donc on est vraiment dans du David contre Goliath. Et il y avait là-dessus, je vous recommande l'épisode avec Laetitia Vasseur, qui est la fondatrice de Halte à l'obsolescence programmée. On a fait un épisode. Je demanderai aux auditeurs de nous dire le numéro, mais ça doit être autour de 15 ou 20. Donc ça date d'il y a au moins 2 ans et demi, tu vois. Mais super épisode là-dessus. Vraiment un de mes préférés du début de The Big Shift. Exactement. Donc Laetitia qui a vraiment cette figure de long terme, de lobbying, de plaidoyer pour la bonne cause. Et en parallèle de ça, moi j'étais plutôt chargé sur les missions de Club de la durabilité, qui était un club d'entreprise qui réunissait à la fois des petites startups comme Murphy et aussi des grands groupes comme Le Bon Coin, Fnac Darty, pour réfléchir ensemble comment on met en place de nouveaux modèles économiques, comment on va vers plus de transition. Ça a été une première expérience assez porteuse. Suite à ça, il y a eu un peu le sujet du financement qui remontait pas mal, de startups qui disaient c'est génial ce plaidoyer que vous faites, et ça crée vraiment cette première étape vers plus d'impact, plus de durabilité des produits. Mais il y a un gros sujet qui est celui du financement. Donc là, à l'époque, on doit être en 2017-2018, il y a quelques startups qui commencent à émerger, beaucoup sur le tech, un peu moins sur des sujets industriels, deep tech. Et ça m'amène à faire un deuxième stage dans un programme qui était financé par le ministère de la Transition et qui visait à promouvoir l'innovation d'impact aussi en région. Donc aller voir région par région quels sont les projets et aussi leur permettre de s'acculturer. Donc il y avait une formation qui était mise en place pour s'acculturer à un processus de levée de fonds qui pouvait paraître lointain pour une usine qui vise à recycler l'urine typiquement dans le sud de la France. Et donc, ou du plastique, j'en connais quelque chose. Exactement. C'était vraiment venir partager une culture commune autour de qu'est-ce que l'investissement et leur permettre de rencontrer des fonds et aussi de mettre en place un peu cette réflexion sur quelles sont les mesures d'impact auprès d'une trentaine de fonds qui étaient signataires de cette charte. Donc ça a été une première partie de mon expérience. Ensuite, il y a eu, je voulais voir un peu plus, j'avais pas mal baigné dans cet univers d'impact et découvrir un peu plus le monde macro, et ça je l'ai pu le faire au sein de la direction fonds de BPI France, qui est une direction qui déploie un certain nombre de milliards dans des fonds pour justement structurer l'écosystème français, permettre d'investir aux différentes étapes, de combler les trous dans la raquette qui peuvent exister, que ce soit sur du financement en amorçage, que ce soit sur de la série B, qu'on a besoin de plus de capitaux et qu'on veut pas forcément aller voir des acteurs étrangers. Enfin, essayer un petit peu d'apporter une vision qui soit globale de l'investissement et porter donc des projets de fonds. Et donc une expérience assez passionnante. Et suite à ça, ça fait faire 3 ans que j'ai rejoint Asterion, qui était à ses tout débuts et qui a pas mal grandi, qui est donc un VC, donc une société de capital risque, qui investit dans des projets très tôt, très risqués. Donc on est sur des phases d'amorçage, on est vraiment entre le PowerPoint et le premier parie sur des client. équipes. Exactement, on parie sur des équipes qui ont des innovations de rupture et surtout d'impact qui sont fortes et qui ont le potentiel d'aider à bouger un peu bouger la chose et move the needle
un petit peu dans le bon sens des choses. C'est un peu l'idée. Ok, je pense qu'on a plein de choses à définir, déterminer ce que c'est l'investissement série A, série B, seed, ce que c'est. Tu disais, on voyait pas beaucoup de deep tech, mais d'investissement tech. Je sais pas quelle est vraiment la différence entre les deux. Je sais pas si tu peux reprendre un peu tout ce jargon de l'investissement général pour les petites startups, tu vois. Bien sûr. Non, c'est vrai qu'on a tendance à être très jargonnant et je m'en excuse par avance. Sur le côté tech, je pense que la première vague de start-up, c'était des Deezer, c'était des Blablacar, c'était des plateformes technologiques à base de code et autres qui étaient des plateformes SaaS assez classiques avec des modèles à très forte marge et sans besoin de capitaux très très importants au début, simplement pour pouvoir lancer l'idée, atteindre le fameux product market fit, rencontrer son marché et pouvoir exploser. Et quand je parle de sociétés deep tech, typiquement sur le plastique, sur le recyclage de l'urine, ça va être des sociétés qui développent des technologies propriétaires très très fortes, qui sont protégées le plus souvent par tout un arsenal de brevets avec une réflexion sur la défendabilité du modèle et qui en fait ont des niveaux de maturité technologique qui sont encore trop faibles pour pouvoir être industrialisés. Donc on n'est pas par exemple sur du panneau solaire qui à un moment était une innovation deep tech, aujourd'hui ne l'est plus, tel que dans le panneau solaire classique tel qu'on peut le connaître. Donc c'est vraiment des innovations deep tech qui ont le potentiel de changer une industrie en mettant en place un nouveau standard qui est complètement différent, mais qui ont besoin souvent de passer par un peu une vallée de la mort de financement, qui est un besoin de créer une usine, besoin de venir développer des prototypes, des démonstrateurs qui coûtent plusieurs millions d'euros, de développer des brevets avant même de savoir forcément si ce sera vendable ou si ça va cocher toutes les cases, ou si à un moment il y aura un loquet technologique qui empêchera l'innovation de passer à l'échelle, de s'industrialiser et de rivaliser face au marché. Et donc c'est là qu'il y a des sociétés de capital risque qui prennent leur lait et qui disent moi je suis prêt à mettre la main à la pâte, la main au portefeuille plutôt d'ailleurs, et vous aider à vous lancer là-dessus et de porter le risque moi-même. Exactement. Et donc venir aussi disperser ce risque autour de plusieurs sociétés, ce qui permet de se dire bon, s'il y en a une qui marche, et c'est un peu l'idée, ça peut rapporter beaucoup et ça va venir compenser pour les pertes qu'on pourra observer sur les startups qui n'atteindront pas ce fameux product market fit. Ouais. C'est marrant le sens de ton parcours. Souvent on le voit dans l'autre sens, c'est des gens qui ont fait plusieurs années en cabinet de conseil puis en cabinet de VC, donc de capital risque, et qui ensuite prennent la tête d'un projet de développement ou d'un projet entrepreneurial à impact. Mais on voit pas trop dans l'autre sens, c'est-à-dire avoir eu plusieurs strates de travail dans des projets à impact avant de monter sur l'échelle d'investissement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, je sais pas comment ça s'est motivé, comment est-ce que tu as fini par te dire en fait c'est vers l'investissement absolument qu'il faut se diriger. C'était quoi ton avis là-dessus? Non, c'était vraiment quand j'étais donc au club de la durabilité de voir que le réglementaire allait avancer, c'était une conviction assez profonde. Il y a vraiment un phénomène de cette lame de fond de l'impact vers lequel on a besoin de se diriger. Et je pense que malheureusement, on se rendra compte de plus en plus que si on va pas dans cette direction, il y aura un retour du bâton qui sera assez fort. Et il y avait vraiment cette question de se dire quand est-ce qu'on va pouvoir avancer le plus rapidement. Et je pense que ce sera le jour où les technologies à plus faible empreinte carbone coûteront moins cher que les méthodes conventionnelles. Et on le voit déjà aujourd'hui c'est vraiment en mettant du solaire que tu vas avoir ce qu'on appelle le LCO, donc le coût de l'énergie sur le long terme qui va être le plus bas. Aujourd'hui, c'est sur des technologies solaires, c'est pas sur des technologies de charbon ou de gaz qui sont beaucoup plus chères. Donc c'est vraiment un peu être capable d'accélérer ce mouvement et de se dire qu'on va faire basculer un modèle qui est conventionnel et qui nous mène vers une trajectoire 3, 4, 5 degrés et de se dire les technologies qu'on utilisait dans ce modèle-là, on peut s'en passer progressivement en mettant en place des technologies qui soient plus résilientes, qui soient moins consommatrices d'énergie et qui soient également plus durables parce qu'elles vont venir proposer. On dit beaucoup dans la transition écologique que toutes les technologies dont on a besoin pour réduire le changement climatique, pour rester sous la barre des 1,5 degré à 2050, etc., on les a déjà. Vous qui innovez dans des innovations de rupture, qui sont probablement pas à l'échelle en 2050, est-ce que tu as l'impression que vous êtes un peu déjà trop tard ou est-ce que c'est quelque chose que vous construisez pour plus tard ou comment est-ce que tu vois ça?
Il y avait un rapport du directeur de l'innovation d'EDF dont je me souviens qui était assez intéressant, qui montrait donc que tu as l'Agence internationale de l'énergie qui explicite certaines des technologies, que ce soit sur l'hydrogène, que ce soit sur le panneau photovoltaïque, la prochaine génération, et qui les recensait un petit peu et qui disait il y a tout un ensemble de technologies qui vont nous permettre d'accélérer, et chaque millième de degré gagné, c'est déjà ça de gagner. Donc chaque technologie qui pourra émerger et accélérer ce mouvement, parce qu'elle va déverrouiller un loquet technologique sur l'hydrogène ou autre, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Donc je pense qu'effectivement, on a aujourd'hui un scénario où on a un profil de croissance qui est moins fort et qui nous mène vers du 1,5 degré, du 2 degrés, mais qui peut être agressif. Et tout l'intérêt de ces technologies de rupture qui peuvent être apportées, c'est que le jour où elles vont être mises sur le marché, elles vont nous permettre d'avoir un peu plus de confort. Voilà. Après, il y a des technologies sur l'hydrogène, etc., qui mettent énormément de temps à se déployer, mais qui commencent déjà à avoir des réalités industrielles présentes. Tu vois, des acteurs comme Life, etc., existent déjà, produisent de l'hydrogène, mais c'est vrai qu'il y a un mouvement d'accélération qui va être nécessaire, comme ce qu'on a pu voir sur le panneau solaire. Donc, je pense qu'effectivement, il y a déjà tout un ensemble de technologies sur lesquelles on peut simplement s'appuyer. Je pense à des systèmes de pompe à chaleur, je pense à des systèmes de panneaux voltaïques, mais il y a tout un ensemble d'innovations qui vont permettre d'accélérer la massification de ces technologies et d'autres technologies aussi. Typiquement, on a une société dans les semi-conducteurs qui permet la prochaine génération de semi-conducteurs. Tu vois, la voiture, la Tesla s'est développée grâce à une techno de carbure de silicium qui lui a permis d'avoir une bien meilleure dispersion thermique, d'avoir un moteur qui va être plus petit, qui va être moins consommateur en énergie, se recharger plus rapidement. Et ça a permis à la Tesla de se développer plus vite que d'autres modèles électriques. Et je pense qu'il y a encore d'autres générations qui peuvent arriver et encore accélérer ce mouvement d'électrification de nos flottes de véhicules et de nos industries. C'est quoi ton rapport au technosolutionnisme d'une manière générale ? Il y a deux écueils, celui de dire la techno va tout sauver et celui de dire elle va rien faire. Je pense qu'il faut vraiment se situer dans une troisième voie. Après, c'est facile de dire et c'est quelque chose qui est compliqué. Hein. Ça implique vraiment des connaissances scientifiques et c'est tout un travail qu'on fait et qui est complexe de se dire quel est l'état de l'art sur telle technologie. Je pense qu'il y a vraiment des technologies qu'on connaît aujourd'hui et qu'on évoquait, hein, la pompe à chaleur, qui sont... faut juste déployer. Enfin, c'est très clair, c'est très simple, faut juste déployer. Pareil pour le panneau solaire. Et de se dire des technosolutionnismes sur des technologies de capture de carbone, etc. Je pense que faut se baser sur ce que la science en dit le plus possible. Donc, un rapport du GIEC te dit qu'on aura besoin de puits de carbone. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Simplement de se dire, c'est pas ça qui va venir nous déresponsabiliser de tout le reste et des efforts de réduction d'énergie, d'optimisation de l'existant et de frugalité qui vont être nécessaires. Donc, c'est vraiment cette troisième voie qu'on essaye un peu de pousser, se dire comment on peut promouvoir une croissance qui soit saine et la plus décarbonée possible. Et quand tu analyses, parce que du coup c'est toi qui analyses les dossiers essentiellement pour Astérion, pour en gros c'est toi qui va dire en gros dans quoi vous souhaitez investir chez Astérion. Comment est-ce que tu fais pour te dire ok ça parce que comme vous investissez très très tôt, donc tu investis sur un pitch, sur une équipe, sur quelqu'un qui te dit voilà nous on va proposer ça va changer ça. La plupart du temps une startup quand elle va pitcher elle va se donner une ambition monumentale, donc en fait dans 5 ans elle a résolu le problème entier du monde. Comment est-ce que tu fais pour prendre du recul par rapport à ça et te dire ok qu'est-ce qu'il y a de réaliste, qu'est-ce qu'il y a de trop ambitieux et comment est-ce que tu fais pour te dire ok il faut investir là-dedans ou là il y a peut-être un peu bullshit technosolutionnisme. Je pense que c'est assez intéressant sur les technos vraiment très de rupture de voir est-ce que déjà il y a un marché, est-ce qu'il y a un besoin, est-ce que tu as une équipe en face qui est solide, qui a la potentialité de venir créer cet énorme truc qui va tout changer. Donc ça, c'est les premiers éléments assez classiques dans l'analyse. Je pense qu'un investisseur à impact qui se respecte, ça va être une capacité à venir faire résonner ça avec des rapports, avec une réalité, avec des ordres de grandeur qui soient climatiques. Je pense par exemple sur le sujet de l'hydrogène, je me souviens très bien d'une start-up qui voulait faire de l'hydrogène pour la décarbonation de l'aviation. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas envisagé. On aura un besoin d'hydrogène qui sera présent à horizon 2030-2040. Simplement pour l'aviation, c'est un peu une dispersion de l'énergie. Et ça, c'est un rapport de carbone 4 qui en parle. Pareil pour les sujets de biomasse, tu vas avoir une contrainte autour de la biomasse
et de combien de biomasse on va venir être capable d'avoir. Et ça pose aussi des questions sur certaines industries ou startups qui vont dire non mais la biomasse il y en aura, c'est pas une question, non, il y aura des conflits d'usage qui vont émerger et l'idée c'est de se dire comment on s'inscrit dans le meilleure utilisation, une utilisation parcimonieuse de cette ressource qu'on aura à horizon 2030 et qui sera évidemment limitée. Après il y a toujours des risques, on peut se tromper, je peux complètement me tromper, la science elle évolue, c'est pas une vérité d'évangile et ça évolue avec le temps en fonction aussi de découvertes technologiques. Par exemple sur les batteries, on pensait pas qu'il y aurait cette courbe de réduction des coûts qui est quand même absolument phénoménale. Et te dire, il y a 10 ans, les batteries valent ce qu'elles valent aujourd'hui, je pense que c'était un pari qui aurait pu paraître complètement fou et qui en fait a été accompli. Donc, c'est quoi les secteurs sur lesquels tu trouves que c'est le plus simple de te dire, ok, là, on peut y aller sans trop de problèmes, ou au contraire, ceux où tu te dis, non, là, on est... Alors, tu me parlais un peu, effectivement, hydrogène dans l'aviation, complète dispersion énergétique. Est-ce qu'il y en a d'autres où tu vois, où tu te dis bah non franchement il y a plein de startups qui se lancent là-dessus mais ça n'a aucun sens, ou au contraire d'autres où tu te dis là il y a un marché monumental où on peut faire de l'innovation technologique à fond pour vraiment aider. Complètement. Typiquement, le cas de l'hydrogène industriel, tu as ce qu'on appelle les hard-to-abate industries. Donc, ça va être la sidérurgie, ça va être les aciéries sur lesquelles tu as des besoins énormes de décarbonation. Et c'est aussi simplement de se dire où sont les gros équilibres. Et les gros équilibres, ils sont sur des logiques de chaleur, de production d'électricité, sur des logiques industrielles, donc ces industries dont on parle. Et donc, toute technologie qui va permettre d'avancer sur ces sujets, pour moi, elle a un potentiel qui va être absolument énorme. Après, des industries sur lesquelles il y a énormément d'argent qui est dépensé sans qu'on ait de vision sur leur capacité à vraiment changer les choses. Je pense par exemple à l'industrie de la fusion ou sur des projets de mini-réacteurs nucléaires. Donc là, tu es vraiment sur des paris qui peuvent rapporter énormément, mais leur crédibilité technologique est très très compliqué à moyen terme. À moyen terme à venir calculer. Est-ce qu'à ce moment-là, on n'aura pas déjà des nouvelles générations de panneaux solaires qui seront un coût qui va défier le milliard d'euros nécessaire pour mettre en place un petit réacteur nucléaire? Donc ça, je sais pas du tout. Et après, est-ce qu'il y a vraiment des sujets sur lesquels je me dis non, ça sert absolument rien de déployer de l'argent? Je sais pas trop. Peut-être sur des technologies, justement, on en parlait d'hydrogène pour de la mobilité légère, ou sur lequel il y a un consensus scientifique qui est qu'il y aura ton scooter, on va pas mettre de l'hydrogène devant, mais on va l'électrifier. Et c'est ça qui permettra de décarboner le plus rapidement. Donc, c'est quoi votre politique d'investissement? Comment est-ce que tu choisis est-ce que c'est toi qui vas voir les boîtes dans lesquelles vous avez envie d'investir? Comment est-ce que tu les trouves en fait, ces boîtes-là? Donc on a un fonctionnement qui est un peu différent des fonds classiques. Ça va être Asterion est financé par 700 personnes individuelles qui ont à un moment pu générer de l'argent, souvent par la revente d'une entreprise ou parfois parce qu'elles ont eu des postes de haute direction. Et ces personnes-là, on s'appuie vraiment sur elles pour accélérer nos startups, les aider à affronter les défis qu'elles vont venir rencontrer dans leur parcours. Donc c'est un fonctionnement qui est un peu particulier. Ces personnes, on les implique autant que faire se peut dans le process d'instruction. Donc l'idée, ça va être, on a un gros tiers de nos dossiers qui vient justement de cette communauté qui nous dit j'ai croisé tel entrepreneur qui est super intéressant et qui, je pense, irait bien avec votre thèse d'investissement ou du moins ce que vous venez rechercher, rencontrez-le. Il y a souvent cette première réunion qui est faite par moi ou par quelqu'un d'autre de l'équipe. Et après, il y a une revue tous en équipe de se dire, OK, qu'est-ce qu'on pense de ce projet? Est-ce que ça répond justement à ces objectifs d'impact? Est-ce qu'il y a un fit avec l'équipe? C'est quelque chose de super important. Est-ce qu'on a vu en eux une intentionnalité d'aller vite, de déployer une technologie et de créer une nouvelle catégorie sur un marché? Donc, c'est un peu ces éléments-là qui font. Et après, tu as un processus très classique d'analyse de business plan, d'échange avec la communauté qui nous permet d'interview des clients qui nous permet de nous forger une conviction ou pas. Est-ce que vous avez un peu comme sur Team for the Planet un indicateur extra-financier sur l'impact des sociétés que vous accompagnez? Comment vous le modélisez? Comment est-ce que vous savez en gros si ce que vous avez investi, ça a eu l'impact que vous aviez imaginé au départ? C'est une question qui est très compliquée sur des stades très en amont.
Donc je pense typiquement pour avoir travaillé avec des fonds de série B, série C, tu vas avoir tout un ensemble d'indicateurs. Qui sont en gros pour des entreprises qui ont déjà éventuellement levé des fonds, qui sont dans une phase d'accélération et qui ont besoin de montants plus importants. Exactement. Donc quand tu es sur des entreprises qui ont déjà un chiffre d'affaires, qui vont venir lever 20, 30 millions, qui ont les moyens aussi vraiment de se staffer sur ces sujets-là, c'est pas du tout la même chose que quand tu arrives et ils sont 3 dans un garage en train de sortir un prototype pour la prochaine génération de teinture à froid qui va complètement changer l'industrie du textile. Donc il y a ce premier élément, et un exemple que j'aime bien citer, c'est une boîte d'IoT, donc Internet of Things, qui mettait des capteurs dans le secteur de la mobilité pour venir capturer combien ils pouvaient faire de trajets et autres. En fait, ils ont fait une levée au tour suivant sans l'IoT qu'ils avaient complètement jeté. C'était les objets connectés en gros. Exactement. Ils avaient jeté tous ces objets connectés, ils faisaient juste du data science à partir de datasets qui étaient complètement différents. Et il y avait tout un rapport d'une 20aine de pages qui parlait de chaque objet connecté, quelle était son empreinte carbone, etc. Et en fait, tout ça, ça faisait plus partie du pivot qui a eu lieu. Donc l'entreprise a basculé sur un autre modèle économique où il y avait plus ces capteurs. Oui. Et toute cette analyse qui avait été faite, qui avait mobilisé quelqu'un pendant 6 mois, en fait, elle a servi à rien. Et leur but, c'était simplement de venir décarboner le secteur de la mobilité le plus vite possible. Et c'est vraiment cet indicateur, cette North Star, en fait, impact que nous, on va venir chercher et qu'on va demander à chacune de nos entreprises. On a un cadre pour les aider à travailler sur ces sujets, qui est celui de le cadre d'entreprise à mission. Ouais. Tu vas te dire quelle est la mission de l'entreprise. Donc ça, c'est un cadre sur lequel on pousse beaucoup. Et nos startups, quand elles grandissent et qu'elles passent à une étape de financement successive, au moment de la série A, là, il y a tout un ensemble d'indicateurs qui est mis en place et par nous et par les fonds qui investissent au moment de la série A. C'est le cas, par exemple, chez WeFin, qui vont venir pousser justement vers plus d'indicateurs. Une fois qu'en fait, le marché est trouvé, on sait dans quelle direction on va se trouver. On se dit, comment on évite les effets de bord, comment on fait en sorte d'avoir une croissance qui soit saine et qui ne va pas générer d'externalités négatives. Donc c'est plus, au début, c'est vraiment une intentionnalité, et c'est l'un des 3 piliers, la commission France Invest sur la mesure de l'impact, c'est l'intentionnalité, l'additionnalité, le fait de se dire que la start-up existant et mon investissement existant, ça va changer quelque chose. Et le 3e, c'est celui de la mesure, et on les met en place petit à petit au fur et à mesure du chemin qu'on accomplit avec la start-up. Est-ce que pour que les auditeurs comprennent bien, tu peux peut-être me parler de 2 ou 3 projets que vous avez accompagnés pour qu'on comprenne un peu le style. Alors tu m'as parlé rapidement de WeFin, donc un fonds qui investit dans de l'impact essentiellement, enfin qui a un label ou aussi. Tu m'as parlé de Diamfab aussi, ouais. Donc ça c'est la fameuse amélioration des semi-conducteurs, ouais. Gros sujet d'indépendance industrielle, énergétique, etc. Complètement. Sur WeFin, on est vraiment sur la logique de l'ESG, l'environmental, le social et la governance, et se dire les fonds, qui soient cotés ou pas, ont ces besoins de labels que t'exprimais, et WeFin permet de les avoir pour d'avoir une granularité d'information qui est très très importante et qui permet de venir justement quantifier ces éléments d'impact et de savoir dans quoi on investit. Donc c'est vraiment l'objectif de WeFin qui est... Donc vous avez investi dans cette entreprise qui en plus dont vous vous servez au quotidien pour analyser les entreprises. On l'utilise pas. Ils vont avoir des clients qui vont être des gros asset managers, donc qui vont avoir des centaines de millions sous gestion, ce qui n'est pas encore notre cas. Mais donc ça va être sur une autre cible de marché, mais effectivement ils ont pour vocation d'éduquer le marché plus élevé des gérants de fonds qui ont les gros family office, etc. Exactement. Et surtout des acteurs côté public, mais et autres, et les grandes banques notamment. Et ensuite, sur Diamfab, effectivement, tu es sur l'industrie des semi-conducteurs. Donc, c'est des semi-conducteurs à base de diamants qui vont permettre d'avoir des propriétés de conduction, de dispersion de la chaleur extraordinaire et qui permettrait de mettre en place une nouvelle génération de semi-conducteurs qui soient françaises, ou du moins contrairement au silicone qui est aujourd'hui majoritairement produit en Chine et autres, et avec des propriétés de consommation énergétique complètement différentes de ce qu'on peut observer, qui permettrait de changer la donne et d'accélérer assez fortement vers l'électrification, donner encore un avantage plus comparatif aux véhicules électriques que ce qui peut exister aujourd'hui. Et ça, c'est quoi le niveau de certitude dans le développement de cette activité, par exemple ?
Ah, c'est une très bonne question. On a eu un nombre d'appels d'experts assez incroyable sur ce sujet, de gens dans l'automobile, de gens qui avaient travaillé sur... Oui, tout le monde l'attend en fait, ce truc. C'est la prochaine génération. Il y a un consensus que c'est la prochaine génération de semi-conducteurs pour les cas d'usage à haute valeur ajoutée. Après, te dire, est-ce que c'est dans 2 ans, est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, je sais pas. Mais un jour, on en reparlera peut-être et je te dirai, ah bah c'était dans 5 ans. Mais voilà, il y a un consensus sur le fait que ça arrivera. Après, est-ce que la start-up arrivera à se financer tout au long de ce chemin et jusqu'au jour où le marché vraiment explose et arrive, je sais pas, mais c'est ce qu'on souhaite et c'est pour ça qu'on travaille avec eux au quotidien et qu'on les finance aussi pour permettre d'atteindre les verrous pour une fois que le marché sera prêt à décoller. Et il y a déjà quelques soubresauts et quelques signaux faibles assez marquants. Mais voilà, le jour où le marché décollera vraiment, d'accompagner cette techno qui vient de 30 ans de recherche au labo via le CEA, qui est un centre de recherche sur l'énergie atomique. Donc c'est vraiment capitaliser sur cette recherche et lui permettre de rencontrer une réalité industrielle. Hyper intéressant. Ça pose quand même la question de la vision de long terme de l'investisseur. Aujourd'hui, quand on investit en capital risque, objectif, c'est de doubler, tripler, quintupler, ou faire x10, x30 ou plus encore sa mise. Comment est-ce que vous gérez, vous, un investissement de long terme, tu vois, quand tu sais pas trop si l'innovation, elle va pouvoir être déployée dans 2, 5, 10 ou 15 ans, comme tu le disais. C'est quoi votre politique là-dessus? Comment est-ce que vous faites pour accompagner des entrepreneurs sur un si long terme avec une incertitude sur le développement, tout en étant un fonds qui a besoin d'avoir un retour sur investissement, rien que pour pouvoir investir dans des nouveaux projets par derrière? Non, mais c'est vraiment des logiques de se dire comment on peut au mieux accompagner la société via le financement et via l'accompagnement. La société dont je te parle, il y a un board, donc je suis pas du tout seul, hein, il y a un board qui est très étoffé où t'as quelqu'un qui dirige une très grosse entreprise dans les semi-conducteurs qui fait plusieurs milliards et quelqu'un qui gère la partie automobile d'un grand groupe du CAC 40 qui les accompagne et qui réfléchissent avec eux, qui apporte énormément de connaissances industrielles, sectorielles et après c'est des recommandations de ralentissons la croissance sur des effectifs, atteignons un point mort qui soit plus équilibré en attendant que dans 2-3 ans, ça puisse émerger ou pas. Et cette boîte, typiquement, si je reprends, on a vraiment insisté pour qu'il y ait un financement qui leur permette d'aller sur plus de 2 ans, donc d'avoir cette sécurité, et qui est un point très très fort. Et après, ça va être l'idée de se dire comment au prochain tour, on pourra les accompagner, quelle modalité de financement sera la bonne pour eux. Donc c'est vraiment ces éléments-là qui vont être assez clés. Et ouais. Et quand vous investissez donc sur cette vision long terme, vous, votre objectif de sortie, c'est quoi? Vous avez une politique là-dessus? Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que ça dépend énormément des projets ou est-ce que c'est les fonds, la plupart du temps, ils ont une politique un peu standardisée où on se dit au bout de 5 ans, il faut qu'on soit sorti avec tant de réussite. Comment est-ce que vous gérez ça? C'est effectivement une différence. C'est peut-être la raison pour laquelle notre modèle permet mieux d'aller vers ce type d'innovation. Quand je travaillais en fonds de fonds à la BPI, il y avait exactement ce que tu évoquais, un horizon de sortie, et sur laquelle, en tant que personne qui investit dans des fonds, tu te dis, il y a un moment où il faudra rendre l'argent avec un multiple ou avec un TRI. C'est un gros problème du marché français, celui de la liquidité et la capacité à rendre l'argent à un moment. Nous, on a une politique qui est un peu différente, c'est qu'étant donné qu'on s'appuie sur des personnes individuelles, on va pas avoir de gros corporates, de gros fonds, de gros assureurs qui sont les investisseurs un peu classiques dans les sociétés. Et ça va nous permettre de pas avoir d'obligation de rendre l'argent directement auprès de ces investisseurs. En fait, on a communiqué sur le fait qu'on était evergreen. Donc voilà, il n'y a pas d'horizon de sortie dans le temps qui va être prévu. Evergreen, ça veut dire que vous êtes sur du très long terme. Exactement. Après, il y a des mécanismes qui sont faits à l'intérieur. Donc, typiquement, sur la société qu'on évoquait, WeFin, entre le seed et la série A, il y a eu de la liquidité qui a été proposée par Asterion. On a fait rentrer d'autres investisseurs qui étaient adaptés pour la phase de développement international et qui ont pu racheter des investisseurs du tout premier tour qui, eux, avaient pu contribuer leur pierre à l'édifice.
Donc voilà. Donc on a une liquidité, mais qui se fait à l'intérieur des véhicules. Donc c'est en faisant rouler ces différents investisseurs à des moments individuels. spécifiques, au moment d'une levée, au moment... Et l'idée, c'est de se dire qu'on peut apporter de la valeur au fur et à mesure. Après, le jour où il y aura plus de valeur à apporter, que ce sera des gros fonds d'infrastructures et autres, et on a entre guillemets contribué à jouer notre rôle de dérisquer un investissement, une technologie, et de l'emmener vers une stade de réalité industrielle où ils ont plus de nous, et peut-être que ça arrivera. À ce moment-là, je pense qu'on passera le bâton et on sera très heureux d'avoir pu contribuer à ça et générer un retour positif financier également. Comment vous vous placez en tant qu'actionnaire? J'ai enregistré un super épisode avec Sophie Robert-Velu, qui est la directrice générale des laboratoires Expanscience, et qui du coup a pris des décisions difficiles pour l'ensemble de sa boîte et de ses salariés, soit en fait se couper de 25% de son CA parce que il y avait un des produits qu'ils produisaient, qui était leur produit phare, la lingette pour bébé, qu'elle estimait être pas compatible avec leur mission, entreprise à mission, où ils se disaient nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que les enfants vivent dans un bon monde, et donc on doit participer à cet effort collectif, et donc ils ont décidé d'arrêter ce produit-là. Et elle a composé avec l'actionnariat qui a soutenu cette démarche et qui a dit ok, qu'est-ce qu'on fait pour la suite, etc. Vous, comment est-ce que vous faites quand vous vous posez sur des petites entreprises? C'est quoi votre pouvoir en tant qu'actionnaire, et comment est-ce que vous gérez des conflits d'actionnariat où vous avez peut-être d'autres actionnaires qui eux sont moins sur une logique de long terme mais plus sur une logique de rentabilité, profit immédiat? C'est assez fréquent en early stage sur du VC. Comment est-ce que vous gérez ces conflits potentiels? C'est intéressant, et c'est un cas qui est assez marquant, mais je pense qu'il vient aussi d'une transition qui est faite par un groupe qui n'est pas au début tourné autant sur l'impact. Nous, c'est un peu la chance qu'on a, c'est que c'est des sociétés qui se créent vraiment avec un objet social tourné vers la transition environnementale, et ça permet que dès le début, en fait, la mission qui est portée par le fondateur et pour laquelle les salariés viennent va être cette mission d'impact social. Donc si il y a ce modèle est dévoyé à un moment ou à un autre, je pense qu'il y aura une perte de valeur qui sera énorme, parce que les salariés suivront pas, parce que c'est pas aussi la raison pour laquelle nous on a investi, et notre communauté d'entrepreneurs, d'investisseurs a investi aussi derrière nous. Donc il y a vraiment une forme d'alignement d'intérêts qui peut être présent au début et qui aide. Après, il y a évidemment toujours des questions, de se dire, il y a tel marché, je pense à une start-up qu'on a dans l'hydrogène, ça peut paraître très attrayant d'avoir cette vision de Aéroport de Paris qui nous contacte en nous disant, il y a un projet sur lequel on pourrait venir travailler ensemble et créer de la R&D, ça pourrait être intéressant, mais dans ces cas-là, c'est la chance d'avoir une vision qui va être un peu plus long-termiste, et de se dire dans 2-3 ans, quand il y aura besoin d'un nouveau financement, est-ce que le financeur se dira génial, on a été sur quelque chose qui était un peu dévoyé l'impact mais qui a généré énormément de profit, ou est-ce que ce sera non, en fait c'est pas un mandat d'impact environnemental qui a été poursuivi par la société, et ils ont pas de colonne vertébrale d'impact forte. Donc c'est un peu ces éléments sur lesquels nous on essaye de pousser en disant vous avez une mission qui s'inscrit dans un des grands objectifs de la transition écologique, ou un des grands cadres du SDG, donc des objectifs de développement durable de l'ONU, et de se dire restez-y fidèles, et c'est là où la valeur sera créée, peut-être plus sur du long terme, mais on y croit, on est assez profondément convaincu que sur le long terme c'est ça qui permettra de générer de la valeur. Ok. Et sur les boîtes que vous avez... Donc en fait vous êtes actionnaire majoritaire à chaque fois ou pas? Donc on va être actionnaire minoritaire, mais souvent de référence, ce qui veut dire qu'on a entre 10 et 30% des sociétés. Donc il y a les fondateurs, le bloc des fondateurs, et souvent on est le deuxième ou ex-aequo. Ce qui fait que vis-à-vis d'autres actionnaires externes, vous avez quand même un vrai poids, et que vous, si vous êtes d'accord avec les fondateurs, tout va bien, quoi. On est présent au comité stratégique, on a des votes, etc. Donc ça permet d'avoir un actionnariat qui est vraiment actif. Et effectivement, si on est aligné sur cette vision avec les fondateurs, tout va bien. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Sur les différentes sociétés que vous avez accompagnées, est-ce qu'il y en a du coup qui sont passées à l'échelle industrielle? Comment est-ce que vous avez mesuré l'impact depuis le début du fonds? Comment est-ce que vous avez, tu me disais donc vous êtes assez récent quand même. Ouais. Est-ce que vous avez réussi à
valoriser ce dans quoi vous avez investi en termes d'impact et éventuellement vous êtes beaucoup sur le climat en termes de réduction d'émissions carbone par exemple? Alors on est effectivement en exit depuis 4 ans, donc là les premières technologies, je pense à nos premiers climatiseurs bas carbone qui sont ceux de la société Kaeli, qui sont en train d'être en ce moment même produits. Donc c'est un peu sur cette première étape d'avancement sur laquelle on est. On a des sociétés qui stockent pour la première fois du carbone de façon sous forme de carbone solide, mais on est sur encore dans 2-3 ans, je pourrais y revenir avec des indicateurs qui vont être bien plus mesurés. Mais alors en termes de projection peut-être plutôt qu'en termes de... En termes de projection, c'est dur aussi. C'est très dur parce qu'il faudrait venir probabiliser quel va être le potentiel d'impact. On sait où il va venir se situer pour la plupart des sociétés, leur potentiel de réussite et de trouver un marché dans un monde très incertain. C'est vraiment là où cette probabilisation et ce calcul d'espérance qui va être très compliqué. Mais dans 2 ans, je reviens et il y a sinon plus sérieusement, il y a tout un ensemble d'indicateurs qu'on a déjà mesurés, qui sont dans notre rapport de gestion sur des sujets d'égalité homme-femme dans nos entreprises, sur des sujets de consommation énergétique. Donc tout ça, on est venu le mesurer. Après, c'est très dur et il y a aussi cette vigilance à avoir. Récemment, on a investi dans un dossier lié à la biodiversité, à ne pas avoir uniquement le focus carbone, mais être capable d'avoir une vision sur les autres limites planétaires qui sont tout aussi importantes. Sur l'eau, typiquement. Tu vois, le projet de teinture, il a un impact carbone qui est énorme, mais un impact aussi sur l'eau et qui est extraordinaire. Et là, pareil, les premières unités sont en phase de déploiement, vont bientôt être vendues. Donc voilà, on verra dans 2 ans. Il y aura beaucoup de levées de fonds qui vont arriver sur notre portefeuille, donc de boîtes industrielles qui vont avoir des gros besoins de financement. Quel est l'état du marché actuel? Il est compliqué à dire. Certains parlent de bulles. On voit aussi un assèchement de capitaux à certains stades, et on voit aussi que ça reste compliqué d'investir dans des sociétés industrielles, de financer des usines avec des prototypes et des démonstrateurs. Donc, ravi d'en reparler vraiment dans 2 ans et quand on aura accompli plein de choses, je l'espère. Et ouais. Quand tu dis marché pas évident, est-ce que tu as l'impression que c'est plus simple pour vous d'avoir des personnes qui ont envie d'investir avec un impact que sur des marchés classiques? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes quand même porté sur ce marché-là par rapport au reste? On a énormément de chance, effectivement. C'est que on a pu voir à un moment le marché des actions qui baissait, d'autres indicateurs assez forts ou sur les cryptos et autres qui sont certaines mesures d'investissement. Mais nous, le niveau de collecte est assez bon au sein de nos fonds et je pense on s'inscrit dans une trajectoire assez long terme où on a une marque qui commence à s'établir, à être reconnue. On a aussi le passif de 3 à 4 ans à accompagner des entrepreneurs, à gérer des conflits entre associés, et je pense donc c'est une marque et une manière de faire qui commence à être reconnue, et aussi une crédibilité en fait, de voir que nos premières startups vont avoir des récompenses, qu'elles soient scientifiques, des premiers contrats industriels qui se concrétisent, et ça permet d'apporter une confiance. Donc et aussi énormément de gens qui viennent nous voir en nous disant en fait j'ai énormément d'argent, je pourrais l'investir, mais ce que j'ai envie c'est de financer ces startups, et c'est ça qui me fait vibrer. Et on a aussi la nouvelle génération dans les cadres un peu familiaux, donc le monde un peu des family office que tu évoquais, qui pour le coup est vraiment très intéressé par ce qu'un Asterion peut construire. On a d'ailleurs un programme qu'on est en train de créer pour adresser ces familiaux et les former, et on va avoir une dizaine de personnes qui viennent de grandes familles, qui sont la prochaine génération, et pour venir accoutumer un petit peu, découvrir, se familiariser avec ces logiques d'investissement impact. Donc il y a vraiment quelque chose de très fort où je pense que ça va venir réconcilier des profils de volonté de créer de la valeur, des tissus entrepreneuriaux. Je pense à celui du Nord d'où je viens, où il y a vraiment eu des entreprises qui se sont métamorphosées, qui ont compris que c'est sur le temps long, et on a démarré dans l'un et aujourd'hui on a créé Decathlon, rien à voir, mais ça va être vraiment un petit peu cette logique, et je pense qu'ils ont cette vision qu'il y a une transition qui est en cours et qu'un acteur comme Asterion l'apporte et essaye de l'apporter avec des valeurs aussi bienveillantes. Donc il y a un côté un peu philanthrope du coup qui porte, et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour toutes les plateformes de financement type Tudigo, type Lita, où ça marche très bien malgré de l'investissement général un peu en baisse sur le marché de la startup. Oui, complètement. Je pense qu'on a une grosse différence, c'est que nous, on est sur des investisseurs qui mettent des tickets moyens qui sont bien plus élevés. Oui. Pour investir dans le fonds, ça va être 100 000 euros. Donc, c'est des personnes qui ont
pas vraiment la même même capacité financière, mais effectivement tu as la même volonté de s'impliquer, de venir financer des projets qui font du sens, qui résonnent avec eux et qui vont aider à créer des emplois aussi et à vraiment potentiellement décarboner notre pays. En ça, vous vous rapprochez un peu de Team for the Planet, je trouve. Je sais pas si vous avez déjà essayé de travailler ensemble sur des innovations, parce que eux, du coup, ils ont réussi à passer à l'échelle industrielle, alors toujours en mode open source pour le coup. Ça, c'est peut-être une différence par rapport aux entreprises que vous accompagnez. Mais je sais pas si vous avez des points communs ou des points de travail en commun là-dessus. Non, effectivement, il y a un certain nombre de sociétés qu'ils ont financées qui sont super intéressantes. Après, nous, on a vraiment cette cible qui est de plus restreinte en communauté versus un Team for the Planet. Donc voilà, ça pourrait. On a certains investisseurs qui ont pu de Team for the Planet qui ont aussi investi chez J'imagine, nous, enfin un certain nombre, et aussi qui nous ont partagé des dossiers. On avait le directeur du comité scientifique de Team for the Planet à un moment avec qui j'ai pu pas mal échanger sur un sujet. Donc non, forcément, il y a des accointances assez fortes entre nos deux structures. Et est-ce que tu as l'impression que c'est un peu le même type de start-up donc quand Team for the Planet, eux, leur principe, c'est qu'ils vont aller
C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.